bienvenue à ce nouvel épisode de Lanceur d'Arête. Je m'appelle Stéphane Rostamanien et je suis ravi de vous retrouver. Je suis estomaqué déjà de voir à quel point les réactions sont excellentes sur le podcast. Alors, on va tout de suite évacuer la partie promo, comme ça, on en aura terminé. Pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Profitez-en pour me donner 5 étoiles afin que le podcast soit plus visible des autres utilisateurs. Suivez Lanceur d'Arête et partagez nos pages sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas notre site web lanceurdarête.ca sur lequel il y a un blog et toutes sortes de ressources. D'ailleurs, je vais bonifier ces ressources au fur et à mesure de la diffusion de Lanceur d'Arête. Dans cet épisode, on va parler de l'austérité qui ne dit pas son nom, les coupures dans le service public. On va parler du gel de recrutement décrété par le gouvernement et de son application digne de la Maison des Fous d'Astérix. On va aussi parler des coupures qui s'en viennent, malheureusement. Et on va réfléchir ensemble à l'impact que tout ça va avoir sur la santé mentale du personnel et aussi sur la qualité des services que vous ou vos enfants allez recevoir. Donc oui, j'ai dit le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, le mot austérité. Austérité, écoutez, François Legault, il trouve insultant de se faire comparer à Jean Charest. Y a quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Pourtant, il lui ressemble de plus en plus. Jean veut pour preuve le plan d'austérité que son gouvernement met en place sans trop s'en vanter, en catimini quasiment. Donc, Monsieur Legault, si vous ne voulez pas être comparé à Monsieur Charest, essayez de ne pas reproduire ses politiques. En passant, je ne sais pas si vous le savez, mais Monsieur Legault et son gouvernement ont donné de généreuses primes aux hauts fonctionnaires, aux sous-ministres qui ont été les architectes de ce plan d'austérité. C'est assez particulier de voir que l'austérité, c'est pour les autres et pas pour moi. On pense à l'Agence Santé Québec, dans le domaine de la santé, qui a dépensé des millions de dollars dans des firmes privées. Ah là, les ressources étaient là comme par hasard. C'est très facile de décréter l'austérité quand elle est pour les autres et pas pour soi. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on dise le mot austérité. Pour eux, c'est pas de l'austérité puisque ça ne s'applique pas à eux. On va commencer avec le gel de recrutement que le gouvernement a décrété depuis le 1er novembre 2024. Donc, c'est la première étape de leur plan d'austérité. En fait, le principe il est assez simple, c'est qu'on ne peut pas embaucher à l'externe, on ne peut pas recruter du personnel administratif. Dans le cadre des écoles, ils ont fait une petite particularité, comme ils font souvent à la dernière minute, après avoir vu que leur projet n'avait aucun bon sens. Ils ont décrété que le personnel administratif qu'on ne pouvait pas renouveler, ce n'était pas celui qui était dans les écoles. C'était tous ceux qui sont à l'extérieur des écoles physiquement, par exemple au centre administratif d'un centre de service scolaire. Il y a une exception à ce gel de recrutement, c'est si on obtient une dérogation. Et là, attachez vos tuques, pour obtenir une dérogation, il va falloir faire un parcours du combattant. Tout d'abord, on va aller solliciter le sous-ministre, et je n'ai pas dit le ministère, j'ai dit le sous-ministre. Donc c'est une personne qui va devoir évaluer toutes les demandes qui vont lui être acheminées. Par la suite, il va sélectionner celles qui lui semblent correctes et celles qui lui semblent être justifiées. Et il va ensuite transférer ça au Conseil du Trésor. Bref, de quoi se sentir utile les détenteurs de bullshit job des ministères. Tu connais, toi, la circulaire B65? Attends, la circulaire B65? Oui, concernant le laissez-passer A39. Ah non, pas du tout. Tu vois, il faudrait se renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. Écoutez, c'est n'importe quoi. D'autant plus que quand un centre de service scolaire ou un organisme public fait appel à cette dérogation et, par miracle, l'obtient, ça donne une drôle d'indication aux employés sur le terrain en disant « On a préféré aller chercher quelqu'un à l'externe parce que vous ne faites pas l'affaire. » Bon, on va voir que c'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais quand même, ça peut laisser cette impression-là sur les employés qui sont au travail. Donc là, si je prends l'exemple des centres de service scolaire, ceux qui sont visés par ce gel de recrutement à l'externe, c'est le personnel qui n'est pas en service direct à l'élève. Alors déjà, pourquoi on vise le personnel dans les bureaux? C'est quoi? Ils foutent rien, ils servent à rien?
Voyons, c'est complètement ridicule. Ça démontre la déconnexion des décideurs. Et là, une fois n'est pas coutume, je ne parle pas des gestionnaires de proximité. Je parle bien des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, peut-être même du ministre qui ont sorti cette idée de leur chapeau. Mais c'est gênant, c'est gênant. Ça démontre une méconnaissance du terrain, une méconnaissance de ce que font tes propres employés. C'est quand même pas drôle. C'est un manque de reconnaissance abyssal. C'est encore une fois une marque de mépris. Je vais vous faire une petite comparaison. Si on monte une pièce de théâtre et qu'on n'a pas de technicien, de décorateur, de costumière, de machiniste, ben on n'aura pas de spectacle. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sur scène qu'ils sont moins importants. Ben, je vous dirais que le personnel qui travaille dans les centres administratifs, c'est exactement ça qu'ils font. Ils travaillent en coulisses pour que le service se donne. Je vais vous donner quelques exemples de personnel de soutien scolaire, évidemment, je vais encore prêcher pour ma paroisse, de personnel de soutien scolaire qui travaille souvent dans les centres administratifs, donc dans un bâtiment qui n'est pas une école, mais qui travaille directement pour les écoles, cela va sans dire. Enfin, ça va sans dire pour les gens qui ont une petite idée de comment ça fonctionne. Donc, quelques exemples. Si on pense par exemple au personnel qui travaille au service des finances, ben, c'est sûr que si on ne paye pas les factures, s'il y a des irrégularités, c'est certain que le service à l'élève va en souffrir, même si physiquement ils ne sont pas dans l'école. Les ressources humaines, on pense souvent aux gestionnaires quand on dit RH, mais sans le personnel de soutien, il n'y a pas de service des ressources humaines. Il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'accueil de nouveaux employés, pas de paye, pas d'assurance collective, et j'en passe. Donc c'est clair que si ces personnes-là ne sont pas là, il n'y a pas de service à l'élève. Les ressources matérielles, il y a du personnel administratif, là. Ils coordonnent l'entretien des bâtiments. Inutile de vous dire à quel point c'est important. L'informatique, ben c'est sûr, si ton service informatique il est centralisé dans le centre administratif de ton centre de service, ben tu peux pas recruter à l'externe si quelqu'un s'en va. Donc, il y a toutes sortes de moyens, bien sûr, pour aller chercher à l'interne. Mais il faut jamais oublier qu'à l'interne, la personne qui a une promotion ou une mutation, ben, elle libère une place. Et donc, il faut chercher quelqu'un pour remplacer la personne dans la place qu'elle vient de laisser. En 2025, c'est impensable de penser qu'on pourra avoir une chaise vide au service informatique. On peut aussi penser au transport scolaire. Oui, ils sont peut-être dans des bureaux, dans le centre administratif, à l'extérieur des écoles, mais ils permettent aux enfants et aux parents d'obtenir un service particulièrement direct qu'est le transport scolaire. On peut mentionner les techniciens en organisation scolaire aussi. Eux, c'est facile, sans eux, il n'y a rien qui se passe. On pense aux horaires, on pense à l'organisation des examens, ça fait partie de leurs tâches. C'est pas des services directs à l'élève, ça? Donc oui, au secondaire, souvent, ils sont au sein des écoles, mais ils peuvent être aussi à l'extérieur dans un centre administratif. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher toutes les ressources pour la remplacer? En fait, ce gel de recrutement, il sous-entend une hiérarchie dans l'importance du travail des employés. Déjà ça, moi, je débarque. Mais en plus, il le fait en fonction du lieu où se trouve leur bureau. Ce gel de recrutement, c'est n'importe quoi. Alors, quand je regarde l'opinion publique, que les gens aient la perception que le personnel des bureaux soit moins important, justement parce que c'est un travail plus administratif, je trouve ça injuste, mais disons que l'opinion publique, elle est ce qu'elle est. Mais les gens du ministère, cette règle qu'ils viennent d'imposer, là, ça sous-entend ça aussi. Ça sous-entend que les gens dans les bureaux sont moins importants. Et là, c'est pas l'opinion publique, c'est des gens qui sont censés savoir ce que ces gens-là font et l'importance de leur travail. Là, c'est carrément insultant, c'est du mépris. Le gouvernement paye depuis des années des gens qui servent à rien, mais je peux vous dire que le personnel de soutien administratif n'en fait pas partie, mais alors là, pas du tout. On va y revenir d'ailleurs. Cette année, on a fait un autre choix important, investir massivement en éducation et en santé. Mais là, le gel de recrutement, c'est pas assez. Là, le gouvernement, il demande des coupures. Vous vous souvenez, le gouvernement qui avait dit que l'éducation, ça serait sa priorité? Vous vous souvenez, le gouvernement qui avait dit que le personnel de la santé, c'était des anges gardiens? On peut dire qu'ils ont vraiment la mémoire courte. Les coupures, malheureusement, en passant, elles ont déjà commencé. Elles ont déjà commencé en francisation. Ça, en plus d'être une coupure économique, c'est une coupure idéologique. Pourquoi? Parce qu'on exige des immigrants un bon niveau de français pour poursuivre leur démarche, pour aller chercher la résidence permanente, et en même temps, on coupe au maximum toutes leurs opportunités d'apprendre. On va en reparler d'ailleurs des travailleurs immigrants dans Lanceurs d'arrêt, ça pourrait faire l'objet de plusieurs épisodes. Mais quand même, c'est honteux, là, de voir que ce gouvernement se sert des immigrants comme bouc émissaire, alors que moi, personnellement, tous les immigrants que je connais, ils travaillent. Leurs conjoints, leurs conjointes, ils travaillent aussi. Ils payent des impôts, leurs enfants vont à l'école. Ils sont bien intégrés dans la société, où ils essayent de l'être.
Les immigrants sur le BS, c'est un mythe. C'est un épiphénomène qu'on monte en épingle pour faire diversion. Diversion des vrais problèmes et pour ne pas prendre ses responsabilités. Faire diversion pour ne pas prendre ses responsabilités. Décidément, M. Legault, vous ressemblez de plus en plus à M. Charest. Mais revenons aux coupures que le gouvernement a demandées. Le gouvernement a donné aux dirigeants des organismes publics des objectifs de coupure avec un montant. Toi, mon Roger, en 2025, tu dois économiser tant de milliers de dollars, tant de millions de dollars. Si tu y arrives, ton organisme il va fonctionner tout croche, mais toi, tu pourras dire que tu as bien géré. Et si tu n'y arrives pas, oulala, Papa Legault sera pas content. C'est toujours drôle de voir qu'on demande de faire des coupures à ceux qu'on devrait couper. Parce que dans le secteur public, il y a du gestionnaire au pied carré. De la bullshit job, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est un problème structurel du système. Beaucoup de capitaines, pas assez de matelots, et en plus, les capitaines sont payés très cher et ne savent pas tous naviguer. On n'a pas besoin d'autant de capitaines. On a besoin de gens sur le pont. Donc, les gestionnaires, quand on leur donne ce magnifique mandat de couper, vous vous doutez bien qu'ils regardent vers le bas. Ils ne vont pas regarder dans le miroir en disant « Moi, est-ce que je sers tant que ça à quelque chose ?» Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Bien évidemment, ils vont aller couper plus bas. D'ailleurs, au niveau mathématique, c'est pas tout à fait logique. Parce que le personnel en bas gagne beaucoup moins que le personnel en haut. Donc, si ton objectif, c'est de couper un montant, ben peut-être que tu vas pouvoir couper des plus gros montants en coupant des postes un peu plus hauts dans la hiérarchie. Je sais pas, j'ai jamais été très fort en maths, mais il me semble que c'est logique. Les syndicats vont devoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter les dégâts. Mais le problème, c'est que ces coupures, ça va devenir la carte joker des gestionnaires pour toujours refuser leurs propositions. Parce que dans l'opinion publique, on entend souvent dire les syndicats rouspètent, les syndicats sont pas contents, les syndicats ci, les syndicats là. On va reparler d'ailleurs dans lanceur d'arrêt de l'importance des syndicats en 2025. Mais la grande majorité du temps, les syndicats, ils aident à trouver des solutions. Et là, je vous le dis, le gouvernement vient de donner une carte joker, une carte magique aux gestionnaires. À chaque fois que les syndicats vont apporter une proposition, ça va être « on peut pas, on n'a pas d'argent, on doit couper ». Ils vont te pousser la chansonnette à plein poumon. On peut pas, 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 on peut pas. On n'a pas d'argent et on doit couper. On n'a pas d'argent et on doit couper. Mais là, c'est pas le plus important. Le pire effet que cela va avoir, ces coupures, c'est d'accentuer la surcharge de travail sur le personnel des services publics. Et déjà, la surcharge de travail, elle est présente. Déjà, elle est importante, mais si on enlève des équipiers, si on enlève des matelots sur le pont, ça va être de pire en pire. Puis là, pour vous donner des exemples, je vais utiliser encore le personnel de soutien scolaire, parce que quand on parle de surcharge de travail, on a des bons exemples à fournir dans le personnel de soutien scolaire. Pour bien comprendre, je vous fais un petit rappel de qui compose le personnel de soutien scolaire. Les concierges, les ouvriers d'entretien, les secrétaires d'école, le personnel administratif, les préposés aux élèves handicapés, les éducateurs spécialisés, le personnel des services de garde. Je m'excuse, il y a 82 corps d'emploi, je pense, alors je ne peux pas tous vous nommer, mais disons qu'ils sont à tous les niveaux. Je prends l'exemple d'une secrétaire d'école. Tu sais, elle va être vraiment, comme on dit, multitâche, là. Elle va tout gérer. Absence du personnel, appeler les parents, tout ce qui est administratif, tout ce qui est la paperasse, si on veut, mais qui est à faire. Parfois, les élèves ont besoin d'un petit plaster, d'être surveillés pendant qu'on attend leurs parents. J'ai déjà vu des secrétaires qui allaient surveiller les autobus scolaires quand les enseignants n'étaient plus là. Donc, c'est vraiment multitâche. Imaginez si cette personne-là, on lui en rajoute encore. Les éducateurs spécialisés, je peux vous en parler, c'est mon métier. Ils accompagnent des élèves en difficulté. Souvent, il y a des enjeux complexes, des enjeux avec les parents, des enjeux qui amènent des crises. Les éducatrices et éducateurs spécialisés sont très exposés à la violence. Et j'ai un exemple en tête que je vous donne parce que, pour moi, il est parlant. C'est un protocole de crise. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le petit Steve est en crise et peut avoir des comportements violents. Il y a toute une série de choses à faire et à respecter pour intervenir toujours de la même manière et
En tout cas, les syndicats travaillent fort pour que, au travers de ces protocoles de crise, on ait aussi toute une dimension protection du personnel qui applique ce protocole. J'ai en tête un protocole de crise dans lequel, pour ne pas se blesser et accompagner l'enfant adéquatement, parce que l'idée, c'est quand même de l'accompagner, de faire baisser la crise. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça prend 4 intervenants. Puis honnêtement, quand vous regardez le protocole de crise, ça les prend les 4. Et là, si on coupe un des postes, les 3 autres, ils vont faire quoi? Ils vont se faire frapper? Ou alors ils vont laisser l'enfant se mettre en danger ou mettre les autres en danger? Évidemment, dans la tour d'ivoire du ministère, les architectes de l'austérité n'ont aucune idée de à quoi ça ressemble un enfant en crise. La dernière fois qu'ils sont allés dans une école, c'est quand ils étaient enfants eux-mêmes. Je reviens à mon personnel de soutien qui va se prendre les coupures en plein visage. Le personnel des services de garde. En service de garde, les éducatrices et éducateurs, ils dépassent déjà le ratio du règlement légal, qui est de 20 enfants pour un adulte. OK, là, si on coupe des adultes, ça va être quoi? 1 pour 30? 1 pour 35? Puis là, je vous entends sourire à travers le micro, mes collègues éducatrices et éducateurs en service de garde, parce qu'il y en a qui sont déjà à 35. Donc, imaginez, on va accroître un problème qui est déjà extrêmement important. Là, tu sais, vous savez, le principe d'un ratio, c'est assez simple. Hein. Vous avez un nombre d'enfants, un nombre d'adultes. Vous avez 2 possibilités pour faire baisser le ratio. Soit vous augmentez le nombre d'adultes, c'est pas vers là qu'on s'en va, soit vous baissez le nombre d'enfants. Mais c'est sûr que les centres de services sont réticents à limiter l'accès aux services de garde. Bon, premièrement, parce que c'est un service qu'ils souhaitent offrir, puis c'est un service qui est important. Si vos enfants vont dans un service de garde scolaire, vous le savez. Vous le savez. Puis, il y a aussi l'aspect financier. Les services de garde, c'est la vache à lait des écoles. Vous savez, les parents payent pour que leurs enfants fréquentent le service de garde. Donc, refuser des enfants, c'est renoncer à un revenu. En même temps, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Vous savez, on reconnaît la valeur d'une chose quand on la perd. Peut-être que ça inciterait l'opinion publique à prendre conscience de l'importance des travailleuses et des travailleurs en service de garde, éducateurs, éducatrices en milieu scolaire, comme on les appelle désormais. C'est sûr que si ça devient une denrée rare, une place en service de garde, on va peut-être lui donner un peu d'importance. C'est dommage qu'il n'y ait pas une valorisation qui se fasse à un autre niveau, puis j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que ça rend service à beaucoup de parents. Dans l'ensemble, le problème, c'est que ce sont des postes essentiels, mais qui sont largement sous-évalués, pour des raisons de déconnexion. Les gens ne savent pas ce que le personnel fait sur le terrain. Moi, je l'ai dit, je l'ai répété pendant toutes les négociations du Front commun, et j'invite encore M. Bernard Drainville à aller se présenter dans une école sur les heures de service de garde sans s'annoncer. Pas pour venir faire l'espion et pour coincer le monde. Ah, vous travaillez pas bien, non. Pour voir la réalité. Parce que vous vous en doutez bien. D'ailleurs, à ce propos, vous pourrez aller lire l'article Les Monarques sur le blog de lanceurdarrête.ca. Quand un haut fonctionnaire, quand un ministre se pointe dans une école, vous vous imaginez bien qu'on lui déroule le tapis rouge, que l'école est propre, à briller comme un sous-neuf. C'est humain, c'est humain. La direction d'école, elle sait que le ministre s'en vient. Elle veut donner une bonne image de son école, et même le personnel. C'est quand même normal. On a un peu de fierté. Mais par contre, il y a un peu une limite à la courbette. C'est un peu ça que j'amène dans l'article du blog. C'est parce que le fait de faire tant de courbettes et de présenter une école un peu artificielle, ça fait en sorte qu'ils sont encore plus déconnectés, nos copains les politiciens. Puis là, je juge pas parce que je l'ai déjà fait. Quand un ministre vient dans l'école, on s'assure que tout soit beau puis tout ait l'air bien. Mais si quelqu'un, un ministre, ou peut-être encore mieux un sous-ministre, quelqu'un qui est moins connu médiatiquement, venait visiter, de préférence sur les heures de service de garde, mais ça peut être à n'importe quelle heure, une école, sans s'annoncer. Puis en passant, ça s'applique à tous les services publics. Il faut penser au personnel dans nos hôpitaux, donc je compte sur vous. Si la personne, elle vient, pas pour faire la police, ni pour juger, mais pour regarder, pour prendre conscience, moi je pense que ça pourrait être une bonne chose. Peut-être ça pourrait leur donner un peu plus une vision réelle des choses, qui ferait en sorte que la journée qu'ils doivent couper du personnel, mais ils vont savoir, quand je coupe à tel endroit, là je coupe quelque chose d'essentiel, puis ça va faire mal. Je ne sais pas si nos sous-ministres, nos hauts fonctionnaires auraient l'humilité de se présenter dans un service sans dire qui ils sont, mais sans juger surtout. Sans être là pour trouver des reproches afin de se dédouaner de ses propres responsabilités. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Monsieur Drainville, si vous m'entendez, ou messieurs, mesdames les sous-ministres, lanceurdarrête.ca, vous m'écrivez, puis je peux m'arranger pour vous faire visiter des services publics dans lesquels vous apprendriez beaucoup de choses. Donc, en voulant régler un problème économique, on va créer un problème humain. C'est un petit peu embêtant quand même parce que il me semble qu'un service public ne devrait pas être géré comme une entreprise privée.
avec une colonne des plus et des moins qui ne comporte que les sommes financières, les sommes d'argent. Il me semble que le service qu'on donne, il a une valeur. Le problème humain qu'on va créer, c'est qu'on va accroître la surcharge sur un personnel de soutien qui a déjà la broue dans le toupette, comme on dit. Et ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences multiples. La première, c'est sur le personnel lui-même. On va avoir du stress chronique, de l'épuisement, des troubles de santé mentale, de l'anxiété, de la dépression, des congés de maladie qui se multiplient, des congés de maladie qui durent dans le temps, évidemment un roulement de personnel, et tout ça, ça va aggraver le problème, bien entendu. Autre conséquence, c'est sur les élèves. Quand le personnel de soutien est débordé, on ne va pas répondre de la même façon. Donc, quand on est en contact direct avec l'élève, on va peut-être pas être aussi présent à ce que l'enfant a besoin. Puis quand on parle du personnel administratif, le risque d'erreur est important. Donc, messieurs, dames, qui ne pensaient qu'à l'argent en haut, vous êtes en train de mettre de la pression sur les gens qui s'assurent que vous n'en perdiez pas. D'une façon générale, ça va avoir un impact sur l'ensemble du système scolaire. Plus on est surchargé, plus on est stressé, plus il peut y avoir des tensions entre les membres du personnel, entre les enseignants, le personnel de soutien, la direction, parfois même les parents. Et ça, c'est un effet domino, puis ça va affecter la société au complet. Je parlais des impacts sur le personnel de soutien, le personnel en général d'ailleurs, parce que ça s'applique à pas mal tous ceux qui vivent une surcharge de travail. On a les impacts sur la santé mentale. Vous vous doutez bien que dans Lanceur d'Arrête, c'est les premiers auxquels je pense. L'épuisement professionnel, le fameux burn-out, stress constant qui va avoir des conséquences sur la vie personnelle, la vie familiale. On va avoir une augmentation de l'anxiété. La pression qui est liée à de la gestion simultanée de plusieurs responsabilités ou un plus grand nombre d'enfants dans ton groupe. Parfois, le fait qu'on manque de monde fait en sorte que tu n'as pas la formation appropriée. Tu sais, quand tu as un service de garde, que tu as 30 enfants à ta charge alors que le ratio est de 20, là, c'est assez naturel d'être un peu plus stressé qu'un accident arrive. Donc, ça peut venir lourd sur le mental de quelqu'un. Puis, tu sais, je parlais de santé mentale, mais il y a aussi des impacts sur la santé physique. Le corps et l'esprit, c'est relié. Donc, tous les troubles physiques liés au stress, les migraines, les douleurs musculaires, l'insomnie, les problèmes de digestion, puis ça peut avoir d'autres conséquences sur du long terme, tu sais. Sans oublier que lorsqu'on tombe malade à cause du travail, à plus forte raison quand on parle de santé mentale, les choses sont en train d'évoluer, mais c'est encore difficile de faire reconnaître que c'est une maladie professionnelle. Et quand la personne est acceptée par la CNSST pour recevoir des prestations de remplacement du revenu, comme quelqu'un qui aurait eu un accident de travail, les employeurs contestent systématiquement pour ne pas payer une prime trop élevée à la CNSST. Vous savez, la CNSST, ça fonctionne un peu comme une assurance. Plus que tu as de réclamations, plus que ta prime va être élevée. Donc, plus tu as de personnes qui bénéficient de prestations de remplacement du revenu, plus toi, en tant qu'employeur, tu dois payer. C'est fou parce que quand tu regardes sur le fond, les employeurs, ils contestent la véracité ou la pertinence d'un problème qu'ils ont eux-mêmes créé en faisant des coupures. Je sais que c'est un raisonnement purement monétaire, économique du côté des employeurs. Mais l'employé qui reçoit une contestation a toujours l'impression qu'on remet en cause son honnêteté, la légitimité de sa souffrance. Ça l'aide pas à mieux aller. C'est quoi les solutions possibles pour régler la surcharge de travail ou du moins l'atténuer? Première chose à faire, augmenter le financement, engager plus de monde. Là, oubliez ça, ils font le contraire, ils coupent. On pourrait aussi revoir l'organisation des tâches, améliorer le soutien psychologique. Tu sais, le PAE, là, c'est très bien, puis je suis absolument pour le programme d'aide aux employés. Mais des fois, après 4 rencontres chez le psychologue, là, t'as pas vraiment fait le tour de la question. Mais c'est déjà bien. Mais disons qu'on pourrait le valoriser, on pourrait l'augmenter, le bonifier. Autre façon d'atténuer la surcharge, ou du moins de faire en sorte qu'elle ait un impact moins grand sur la personne, c'est la reconnaissance et la valorisation. Malheureusement, pour les points que je viens de vous nommer, réorganiser le travail, améliorer le soutien psychologique, reconnaître, valoriser. Si un employé ou un syndicat propose quelque chose dans cette voie, la réponse sera On peut pas, 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 on peut pas. On n'a pas d'argent et on doit couper. On n'a pas d'argent et on doit couper.
Qu'on parle du personnel de soutien scolaire, du personnel des services publics, les gens sur le terrain, en bas de l'échelle hiérarchique, c'est les plus importants. Donc, leur surcharge, ça met en péril leur bien-être, par extension, la qualité des services qu'ils donnent. Je pense qu'investir dans leur santé, leur équilibre, c'est investir dans les services, donc l'avenir des jeunes, donc la santé de la population. Donc, en fait, le gouvernement, il va à l'encontre de sa mission avec cette nouvelle austérité. Je vais vous laisser là-dessus. Continuez à m'écrire, c'est très apprécié. Les gens qui me demandent de vous faire un épisode par semaine, c'est très touchant de voir que vous avez déjà embrassé le podcast après seulement un épisode. Pour l'instant, je vais rester à 2 épisodes par mois, mais je vais publier de temps en temps des petites capsules plus courtes, sans vraiment de montage, un peu plus brut, à mi-chemin entre un vlog et un podcast. Alors, je vais appeler ça un vlogcast. Ouais, pas mal. Donc, assurez-vous de vous abonner pour ne pas les manquer. Pensez aussi à me donner des critiques positives sur les plateformes, des étoiles quand c'est des étoiles, des pouces en l'air quand c'est des pouces en l'air, etc. Partagez mes publications sur les réseaux sociaux. Partagez le podcast dans les applications d'écoute. Il y a toujours un petit lien partagé pour l'envoyer à des amis. Donc, je vous dis à la prochaine. Lanceur d'arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.